Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software qui a pour thème aujourd'hui donc l'analyse sismique selon l'Eurocode 8 avec le logiciel donc AirFM. Donc pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur Damien Tonnet. Il y aura également tout au long du webinaire Monsieur Cosma Seya qui sera présent en tant que modérateur et qui pourra également répondre à vos questions tout au long de ce webinaire. Donc pour poser vos questions, vous pouvez les poser via le chat et vous pourrez également par la suite nous les faire suivre par mail donc à info@delubal.fr. Donc tout d'abord, au niveau du calcul et de l'analyse sismique avec AirFM, on va pouvoir utiliser les modules de la famille RF Dynam Pro. Donc parmi ces modules, on aura la famille qui se décompose de la façon suivante. On aura donc RF Dynam Pro Natural Vibrations pour tout ce qui est analyse des modes propres, donc les analyses modales, qui vont permettre de déterminer tous les modes propres au niveau de la structure. On va avoir Forced Vibrations pour tout ce qui est analyse temporelle et analyse de spectre de réponse, où là on aura des accélérogrammes qui seront possibles au niveau des analyses temporelles. On pourra aussi définir des lois d'accélération directement au niveau des lois de comportement. Donc on aura différentes possibilités de définition pour ce type d'analyse de vibrations forcées. Et avec cette partie, on aura aussi un autre outil qui sera sur la partie DynamPro Non-Linear Time History, qui permettra d'effectuer des analyses temporelles tout en tenant compte des non-linéarités du modèle. Donc, par exemple, les non-linéarités au niveau des barres, des articulations ou des appuis. Donc là, on peut le voir ici. Par exemple, c'est au niveau des efforts parmi une des barres ici pour un des câbles pour le contre-ventement. Donc là on voit le fonctionnement de la barre qui elle ne fonctionne qu'en traction. Donc ça c'est ce qui pourra être fait avec la partie non-linear time history. Et enfin, on aura une quatrième partie qui sera RF Dynam Pro Equivalence Loads, qui va nous permettre ici de faire des analyses au niveau des spectres de réponse. On va pouvoir générer les charges statiques équivalentes. Et aussi, c'est un outil qui nous permettra aussi de faire des analyses plus shover. Donc, avec Equivalent Loads, on pourra faire des analyses, par exemple, des analyses sismiques selon l'Eurocode 8 et les annexes nationales. Donc là, on peut voir ici au niveau d'une barre, on a les charges équivalentes générées. Donc voilà pour la présentation des modules de Dynam Pro, de RF Dynam Pro, qui sont disponibles donc sur AirStab et AirFM. Donc, on va passer à présent sur l'exemple. Donc là, sur l'exemple, on sera sur le logiciel AirFM. Donc ici, vous retrouvez donc l'interface du logiciel avec ici la zone graphique pour la modélisation, avec le plan de travail, la zone de tableau, le navigateur de projet où on va retrouver notamment plusieurs informations sur les données du modèle, des réglages d'affichage, les réglages par rapport aux vues, et ensuite la barre d'outils. Donc je vais commencer par créer un premier modèle. Ici, je vais pouvoir notamment donc changer l'orientation du plan de travail, et je vais pouvoir commencer par créer un élément. Ici, par exemple, on peut voir qu'on est ici au niveau de la création de sections, on a déjà un certain nombre de sections ici. Donc c'est des sections qui ont déjà été créées avant au niveau du modèle avant le webinaire. Donc là, vous avez déjà un certain nombre de sections qui sont en fait répertoriées ensuite dans le tableau ici. Donc des données où on va retrouver notamment, par exemple, tout ce qui est matériaux ou les sections ici. Donc là, je vais créer déjà les éléments du modèle. Hop, donc je vais prendre HEA 220. Ici, on peut voir qu'on a l'aide. Quand on se déplace au niveau du plan de travail, on voit les coordonnées du
du pointeur, ce qui permet de positionner les éléments. Ensuite, avec juste une sélection de l'élément et un déplacement, maintenant la touche CTRL, je peux copier l'élément. Et puis là, donc, je vais le déplacer ici. Ici, j'ai la cotation automatique du modèle qui me permet de voir les dimensions hors tout du modèle. Donc ça, c'est une fonction qui peut être activée ou désactivée dans les réglages d'affichage au niveau des cotes. Je vais créer la suite de la structure. Donc voilà. Là, j'ai fait ces éléments-là. Je vais pouvoir à présent les copier. Donc, on va faire par exemple une copie. Donc, à 4 mètres selon la direction X. Et puis ici, je vais pouvoir venir activer donc les fonctions de création de barres entre les nœuds copiés. Donc, par exemple, je vais créer une nouvelle barre, donc un IPE de 180, qui sera lui articulé en chaque extrémité. Donc les nouvelles barres seront articulées en chaque extrémité. OK. 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 Donc voilà, là je viens de copier le premier portique que j'avais créé et entre les nœuds copiés, j'ai les barres qui sont présentes. Et je vais pouvoir venir créer ici, dans ces zones-là, donc des surfaces. Donc par exemple ici, je peux repositionner le plan ici. Et ici, donc, j'ai créé des surfaces en béton C25-30 avec donc une épaisseur de 160. OK. Ces éléments-là, ces surfaces, si je souhaite, je peux créer un excentrement. Donc, bon, par exemple, ici, au niveau des propriétés de la surface, ici, je retrouve les matériaux, l'épaisseur. Là, je peux aller au niveau des appuis excentrement. Je peux définir un excentrement. Par exemple, un excentrement de moins 185 mm. Donc là, j'ai bien un excentrement qui est effectué. Et ensuite, ici, je vais pouvoir, donc ici, ces éléments-là, les décomposer, les diviser, créer des nœuds intermédiaires. Donc, par exemple, 4 nœuds intermédiaires. OK. Et puis, comme tout à l'heure, je vais copier ce portique-là. Donc, j'ai sélectionné uniquement les nœuds qui m'intéressaient, puis les barres qui m'intéressent. Et donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais les copier, mais cette fois-ci à une distance de 5 mètres, 2 fois. OK. Et puis ensuite, donc là, par exemple, je vais venir modifier cette partie-là. Donc je vais venir diviser la barre, cette fois-ci en 2 éléments. OK. Je peux ensuite revenir créer ici, donc par exemple, d'autres éléments. Et puis ensuite, si je souhaite déplacer ça ici, je peux le faire par exemple de cette façon. Je peux par exemple juste sélectionner ces éléments. Hop. Et puis venir déplacer ça ici. Et puis voilà. Donc là j'ai créé rapidement le modèle. On peut éventuellement rajouter ici des éléments pour le contreventement ou par la suite voir d'autres choses. Donc là on peut aussi créer rapidement des appuis. Voilà. Donc voilà, au niveau du modèle, on peut construire rapidement la structure. Donc à présent, je vais passer sur le même modèle, cette fois-ci déjà avec les cas de charge générés au niveau de la structure. Donc ici, au niveau de la structure, on va retrouver donc plusieurs cas de charge qui ont été créés. Donc on a un premier cas de charge poids propre. Ensuite, un second cas de charge donc, qui est une charge d'exploitation au niveau du dernier étage, au niveau de l'étage numéro 2 ou de la toiture. Une charge d'exploitation au niveau du premier étage. Des charges de vent dans la direction X, des charges de vent dans la direction Y. Et là aussi, on a aussi des cas de charge, donc des imperfections dans la direction X et dans la direction Y.
Donc là, on a déjà des cas de charge présents. Et donc ces cas de charge-là, c'est des cas de charge qui vont nous aider à effectuer notre analyse modale. Donc à présent, je vais passer sur l'analyse modale et donc je vais aller activer RF Dynam Pro pour la partie analyse dynamique. Donc ici, vous retrouvez les différents outils, les différents modules que je vous ai présentés précédemment, avec donc l'analyse modale et les combinaisons de masse qui sont effectuées avec RF Dynam Pro Natural Vibrations, vibration forcée, RF Dynam Pro Forced Vibrations, et puis RF Dynam Pro Non-Linear Time History, et le dernier module que nous allons utiliser aujourd'hui, RF Dynam Pro Equivalent Loads. Donc là, on peut voir qu'on a donc un premier onglet, 4 masses. Donc ici, on va pouvoir créer les différents 4 masses pour l'analyse modale. Donc ici, je peux définir le type de 4 masses. Ici, je peux activer le poids propre de la structure pour le prendre en compte dans le cas de masse. Je peux aussi venir choisir un cas de charge existant ou une combinaison de charges existantes. Donc ici, je retrouve par exemple tous les cas que je vous ai montrés, tous les cas de charge que je vous ai montrés précédemment. Donc là, par exemple, on va partir sur le cas de charge CC1, poids propre, et on va désactiver donc le poids propre de la structure ici pour ne pas l'avoir en double. Si on le souhaite également, on peut venir créer ici manuellement des masses additionnelles et renseigner ici donc les valeurs au niveau des masses additionnelles qui seraient à prendre en compte au niveau de ce cas de masse. Donc là ici je peux les désactiver, je renomme juste le CM1 hop, propre. Ici je peux calculer les masses, donc je vais avoir la masse totale du cas de charge CC1 par rapport au poids propre de la structure plus les charges appliquées. Et ensuite ici je trouve le centre de masse total avec les coordonnées du centre de masse. Je vais maintenant créer un deuxième cas de masse, donc là un cas de masse d'exploitation, et ici donc je vais directement chercher ma charge d'exploitation au niveau étage 2, par exemple étage 2, et hop. Et donc ici je peux calculer. Ok, donc je retrouve ici le centre de masse et je peux copier ce cas-là. Je vais juste le renommer et prendre le cas de charge pour l'étage 1, cas de charge d'exploitation pour l'étage 1. Si je le calcule, en principe, on va avoir donc les mêmes résultats, puisque c'est le même chargement. Seule différence viendra au niveau du centre de masse. Donc là, on est au niveau de 8 mètres, et puis là, on est à 4 mètres. Ok. Donc à présent, on va pouvoir venir définir la combinaison de masse. Donc ici, la combinaison de masse selon l'Eurocode 8. Donc là, juste avant, je vais vous montrer ça. Donc au niveau des combinaisons de masse, donc, vous voyez ici donc la référence à l'équation de la combinaison selon la partie 3.2.4 de l'Eurocode 8 pour les combinaisons d'actions sismiques. Avec la charge permanente et la charge variable avec un coefficient de combinaison, donc xi EI, qui considère le xi2 de l'Eurocode 0, donc qu'on retrouve ici, et ensuite un facteur phi, ici qui fait référence à l'Eurocode 8, et donc ici qui correspond au tableau 4.2, et où là on va avoir un phi qui va varier en fonction du type d'action variable et de la position au niveau de la structure. Donc ici on a une charge notamment au niveau de la toiture pour l'étage 2, donc avec un phi 1, et ensuite une charge au niveau de l'étage avec un phi de 0,5, donc une occupation indépendante. Donc ici, en principe, au niveau de la combinaison, on devrait retrouver un facteur de 0,3 et un facteur de 0,15. Donc maintenant, je vais revenir à RFEM.
OK. Donc là, si j'importe la totalité, donc là, je retrouve bien le facteur de 1, facteur de 0,3. Là, on peut voir qu'il y a quelque chose qui a été oublié de faire. C'est ici, on voit qu'on a un facteur de 0,3 au niveau de l'étage 1. Donc, je vais juste remettre la combinaison, le cas de masse de ce côté-ci. Je vais revenir ici, et au niveau de l'étage 1, ici, si on regarde, dans la définition des types de cas de masse, ici, au niveau de l'exploitation, catégorie AB, on a les différents paramètres selon l'Eurocode 8. Donc là, j'ai juste à sélectionner donc, le type indépendante avec le phi de 0,5. Je peux revenir dans la combinaison. Et je peux le réimporter. Donc là, je retrouve bien le 0,15. Donc là, au niveau de la combinaison de l'action sismique, on a bien ce qu'on devrait avoir par rapport à l'Eurocode. Ok. Donc là, j'ai créé ma combinaison et je vais pouvoir maintenant passer à la partie définition du cas de vibration propre. Donc au niveau de cette partie-là, je vais pouvoir donc définir le nombre de valeurs propres qui sera calculé. Donc ici, étant donné que je ne sais pas encore quelle sera la quantité nécessaire pour avoir les 90% de masse excitée, je vais du coup prendre une analyse sur 30 modes. Ensuite, je peux choisir ici la méthode de normalisation des modes propres. Donc ici, on retrouve les différentes méthodes, soit avec la norme égale à 1, soit prendre une des valeurs X, Y ou Z, donc au niveau des translations égale à 1, au niveau de la valeur max, ou bien sur prendre en compte les translations et les rotations avec une valeur max égale à 1, ou bien faire une normalisation au niveau de la matrice de masse. Donc là, je reste sur celle-ci. Et ensuite, je peux venir au niveau des paramètres de calcul. Donc ici, je peux définir soit un cas de masse. Nous, ici, justement, on a défini notre combinaison. Donc on va prendre en compte la combinaison d'actions sismiques. Et ensuite, on va avoir ici un réglage par rapport aux directions au niveau des masses pour les directions agissantes au niveau des masses. Donc là, je vais pouvoir faire la sélection en fonction du type de matrice de masse que je vais définir. Donc soit une matrice diagonale avec des degrés de liberté uniquement en translation, soit une matrice diagonale avec des degrés de liberté en translation et en torsion. Donc ici, on aura des effets de torsion qui seront pris également au niveau de l'axe local des barres. Soit une matrice diagonale avec des degrés de liberté en translation et en rotation, donc par rapport au modèle global. Ou ensuite, on aura une matrice, possibilité de définir une matrice symétrique ou une matrice unitaire. Donc ici, je reste sur une matrice avec des degrés de liberté en translation, une matrice diagonale. Ensuite, on pourra venir faire le choix de la méthode de résolution, donc pour les valeurs propres. Donc ici, on aura 4 méthodes. Une première méthode du polynôme, de la racine du polynôme caractéristique qui sera plutôt efficace sur des modèles de petite taille. On aura ensuite la méthode de Langso qui sera pour la plupart des modèles assez intéressante avec une convergence rapide au niveau des résultats. Et ensuite, on aura ces deux dernières méthodes qui seront plutôt pour des modèles plus importants, demandant une plus grande quantité de modes au niveau de l'analyse. Donc on pourra partir sur ces méthodes-là. Dans le cas où l'analyse ne serait pas achevée avec l'une des méthodes, vous aurez un message pour vous conseiller la méthode qui sera la plus appropriée. Vous pouvez ensuite ici venir modifier les paramètres du maillage EF. Donc c'est les mêmes paramètres que vous avez au niveau du modèle RFEM dans les paramètres de maillage EF de RFEM. Vous pouvez venir les modifier ici. Et ensuite, vous avez une partie modification de rigidité. Donc soit vous ne prenez pas en compte de modification de rigidité, ou soit vous pouvez prendre la rigidité globale, la modification de rigidité globale de RFEM, ou définir ici, à partir
définition d'un cas de charge ou d'une combinaison, récupérer donc les propriétés, par exemple des efforts normaux définis, par exemple pour de la précontrainte, des barres défaillantes, des modifications de rigidité, donc différentes propriétés de différents paramètres qui peuvent être pris en compte en fonction d'un cas de charge. Donc là, ce sera des conditions initiales qui seront prises en compte au niveau de l'analyse modale. Donc, je vais vous montrer où se trouvent ces paramètres dont je vous montre ici la possibilité de les activer. Donc là, je les désactive pour notre analyse. Je vais vous montrer juste où on trouve ces réglages-là. Donc ici, par exemple, pour le poids propre, ici, on va avoir une partie option dans laquelle on aura ici des facteurs de rigidité et des possibilités de modification au niveau du modèle pour ce cas de charge-là. Donc par exemple, désactiver certains éléments du modèle, des options spéciales, des modifications de rigidité. Donc là, ce que je viens de vous montrer, ça fera appel à ces réglages. Donc, je peux revenir dans RF Dynam Pro, cas de vibration propre, paramètres de calcul. Donc là, on a effectué les réglages et on va pouvoir donc lancer l'analyse modale. Ok. Donc ici, on peut voir dans la partie tableau, ici on a une 5e zone de tableau qui correspond à toutes les parties, tous les résultats sur les analyses dynamiques. Donc là on a un premier onglet qui correspond donc aux fréquences propres, avec ici on retrouve les modes, les valeurs propres, fréquence angulaire, fréquence propre, les périodes propres. Vous avez ensuite les modes propres par nœud, par barre, par surface, et puis par nœud de maillage. Vous avez ensuite les masses au niveau des points de maillage, et vous retrouvez à la fin un facteur de masse, les facteurs de masse modale effective, donc, ce qui vous permet ici de voir quels sont les modes prédominants au niveau en regardant en fait les facteurs de masse modale effective. Donc là, ici, on peut voir et on pourra, à partir de ces facteurs de masse modale effective, déterminer quels sont les modes intéressants à prendre en compte pour l'analyse avec les 90% au minimum de charge de masse excitée. Donc après ces tableaux-là, vous pouvez là ici agrandir ou bien le déplacer sur une autre fenêtre, par exemple, si vous le souhaitez, ou bien également l'exporter sous format Excel pour les traiter sur Excel. Donc au passage également, là en sélectionnant les lignes du tableau, on peut voir aussi les modes qui s'affichent ici sur la partie graphique. Donc là, par exemple, si je descends au niveau des modes, je vais pouvoir voir les différents comportements. Puis si je regarde le dernier mode vers la fin, ici, voilà. Là, je peux voir les différents modes juste en venant sélectionner les lignes du tableau. Ça me permet d'afficher les résultats. Je retrouve également les modes ici, la liste des modes propres, ici, avec les fréquences. Voilà pour la partie analyse modale. Et donc, on va pouvoir à présent passer sur la partie analyse sismique avec la génération des charges équivalentes. Donc, je reviens dans Données, RF Dynam Pro. Et je vais venir activer l'analyse du spectre de réponse avec la génération des charges équivalentes. Donc ici, j'ai deux onglets qui viennent de se rajouter. Donc je vais avoir un premier onglet qui va correspondre au spectre de réponse. Donc ici, je vais pouvoir définir le spectre de réponse, soit selon la norme, soit je peux également le définir manuellement. Donc soit renseigner directement les données ici ou importer un fichier Excel. Là, on va partir sur la définition selon la norme. Donc on retrouve différentes normes disponibles. Et ensuite, on va avoir donc ici les annexes nationales qui seront également disponibles. Donc là, on retrouve l'annexe nationale de la France avec les critères du dernier arrêté de 2014. On va pouvoir ici définir donc
les différents paramètres pour définir le spectre. Donc soit un spectre de calcul, soit un spectre de réponse élastique. On va pouvoir définir la direction du spectre, donc horizontale ou verticale. Donc là, on va définir déjà la partie horizontale. Donc je peux déjà renommer mon spectre de réponse. Je vais définir la zone sismique. Donc par exemple, on va partir sur une zone modérée. On peut ensuite définir la catégorie d'importance au niveau de la structure, donc niveau 3, et puis ensuite la classe de sol, par exemple D. Donc là, en fonction des choix qui sont faits, le spectre se met à jour et les différents paramètres se mettent à jour. On pourra ensuite définir ici le coefficient de comportement, venir régler le coefficient de comportement. Et ensuite, je retrouve aussi ici un tableau donc avec les périodes et puis l'accélération, donc qui sera exportable aussi sous format Excel. Et en passant au niveau du spectre ici, je peux regarder aussi les valeurs du spectre. Donc voilà pour la définition du spectre. Je vais juste créer un deuxième spectre. Donc je le copie. Et ici, je vais juste le modifier. Ce sera le spectre pour l'axe vertical. Et puis là, j'ai juste en fait à changer l'orientation, la direction, et je peux dire donc vertical. OK. Je peux ensuite passer à la partie cas de charge dynamique. Donc là, je retrouve l'outil qui est activé au niveau de DynamPro, ici. Donc la méthode qui sera utilisée sera la méthode des forces statiques équivalentes, avec les spectres de réponse. Ici, je vais me baser sur mon analyse modale, donc avec le cas de vibration propre numéro 1. Et je vais pouvoir ensuite définir la méthode des forces équivalentes, les paramètres. Donc au niveau des spectres, je peux activer donc les différentes directions et venir assigner directement mes spectres. Donc si je voulais définir d'autres spectres, par exemple à l'horizontale, deux spectres différents, d'autres paramètres, j'aurais pu. Ici, je peux aussi venir modifier les spectres par un facteur. Ici, on a une partie action de torsion accidentelle. Donc pour le moment, je ne vais pas le considérer, je vais vous montrer juste après cette partie-là. Donc là, ce premier cas de charge dynamique sera sans torsion accidentelle. OK. Et ensuite, on va pouvoir, pour les combinaisons des réponses modales, on va pouvoir venir choisir la méthode, donc soit SRSS ou soit CQC. On va pouvoir venir aussi activer ici l'utilisation de combinaisons équivalentes linéaires, si on le souhaite. Et puis également faire qu'au niveau des résultats, on ait des signes à partir d'un mode déterminant. Donc ça, je vais vous montrer justement à quoi correspond ces parties-là. Donc, par rapport aux deux méthodes, donc on a le choix entre ces deux méthodes, SRSS et CQC. Donc sachant que la première méthode sera valable uniquement si la différence entre deux périodes reste inférieure à 0,9. Dans le cas contraire, on sera obligé de passer sur la méthode CQC, avec cette condition aussi pour le calcul de la différence. Au niveau de la méthode donc SRSS qui correspond donc à racine carrée de la somme des carrés des réponses modales, ici vous retrouvez donc l'équation. Et là vous retrouvez les équations utilisées pour la combinaison linéaire équivalente. Donc pour avoir plus d'informations sur cette partie-là, je vous inviterai à consulter le manuel, mais en réalité la différence ce sera que ici sur la première méthode avec l'équation de la racine carrée et la somme des carrés, au niveau des efforts internes qui seront affichés, donc on aura des efforts qui seront donc totalement positifs ou négatifs quand on regarde, alors qu'avec cette combinaison linéaire équivalente, on aura des efforts internes qui conservent leur signe. Donc ici, si on regarde, c'est les mêmes barres. Donc là, on peut voir ici qu'effectivement, on a un moment de torsion et un moment
Y, MY négatif, contrairement à cette zone-là. Donc ici, on aura ces différences-là entre ces deux méthodes appliquées. Et ensuite, sur la méthode CQC, donc pour la combinaison quadratique complète, on aura donc ici l'équation qui prend en compte un coefficient de corrélation. Dans ce coefficient de corrélation, donc on a un amortissement de l'air. Dans RFM, donc dans RF Dynam Pro, qui sera possible également de soit définir un amortissement de l'air, soit de venir définir un amortissement de Rayleigh. Et également, on retrouve ici également la combinaison linéaire équivalente, donc ce qui est sur le même principe que la partie précédente. Donc voilà, donc là sur cet exemple, je reste sur la méthode SRSS. Et ensuite, on va pouvoir donc venir activer la génération des cas de charge dans les différentes directions pour les différents modes. Et ensuite, définir la génération des combinaisons de résultats, donc combinaisons modales, et puis ensuite les combinaisons des composantes, donc avec les combinaisons dans les différentes directions. Ici, je pars sur la méthode de l'Eurocode avec la méthode 100 et 30%. OK. Et puis, je peux ensuite venir regarder la partie mode propre. Dans cette partie-là, je vais pouvoir donc soit donc utiliser tous les modes propres, donc générer tous les modes propres au niveau des cas de charge équivalentes, soit je vais pouvoir venir sélectionner moi-même les modes qui m'intéressent. Donc je peux venir juste les décocher. Ou ensuite on aura une autre fonction qui sera très utile, notamment quand on a beaucoup de modes à analyser et qu'on veut rapidement faire un tri en fait des modes qui seront réellement intéressants au niveau de l'analyse. Ce sera d'utiliser cette fonction, et donc là on va pouvoir directement faire un tri. Et donc par exemple ici on va pouvoir directement activer les modes pour atteindre par exemple les 90% de masse. Donc là par exemple, si on regarde ici, donc je vais descendre à 0,3, et donc là on voit tout de suite que du coup j'ai des modes qui étaient désactivés précédemment qui sont activés et qui seront pris en compte au niveau de la génération des charges équivalentes. Donc là au passage on peut voir également que seules les directions X et Y sont intéressantes, et que là en Z on n'en a pas besoin. Donc là par exemple je pourrais venir directement ici, et finalement le spectre Z dans la direction Z je peux le désactiver. Donc là à présent je peux lancer donc le calcul sur cette partie là. Donc ici j'ai les résultats qui sont générés. Donc là je peux voir donc les différents cas de charge dynamiques. Donc, les cas de charge donc avec les charges équivalentes générées, et ensuite je trouve les différentes combinaisons, alors dans la direction X et Y, et puis la combinaison des composantes avec les 100% X et 30% Y. Donc là par exemple ici, si on regarde au niveau des cas de charge dynamiques, là je suis sur le CD1, CCD1 pour le mode propre numéro 1. Ici je peux voir dans la direction Y, je peux voir que ici j'ai plusieurs charges qui sont générées. Donc là je peux voir les différentes actions. Si je regarde ici et je veux regarder où elles sont appliquées, ben en fait je peux regarder et voir qu'en fait ces nœuds-là où elles sont appliquées, ça correspond aux nœuds de maillage. Donc je peux par exemple activer le maillage au niveau des barres. Donc là j'ai le maillage au niveau des barres qui est affiché ici. Donc là on le voit mieux. Et donc c'est à ces différents points que les charges équivalentes sont générées. Donc là on voit que les charges sont uniquement générées dans 3 directions. Je vais revenir dans la partie donc RF Dynam Pro Equivalent Loads, et cette fois-ci on va refaire un cas en créant donc le cas avec l'action
l'effet de l'action de torsion accidentelle, on va voir la différence de ce qui sera généré. Ok. Donc là, je vais juste copier ce cas de charge dynamique. Ok. Et je vais juste venir activer ici la torsion accidentelle. Donc, juste avant ça, la torsion accidentelle, donc vous retrouvez ça dans la partie 4.2.3 de l'Eurocode 8, où on parle donc d'excentricité accidentelle, donc qui représente à peu près, au niveau de l'excentricité, c'est 5%, plus ou moins 5%, soit de la largeur, soit de la longueur de la structure en fonction des directions. Vous avez ensuite cette excentricité qui va du coup générer des moments au niveau des différents points de maillage, donc au niveau des charges équivalentes générées. Donc là, on aura des moments de torsion. Donc si je reviens dans RFM et que je viens donc définir donc en X un excentrement de 0,7 et puis donc en Y un excentrement de 0,25. Ok. Tout le reste, on reste sur cette partie-là. Ouais. Ok. Ah, pardon. Hop. Donc là, j'ai bien réglé mon excentrement et je peux lancer le calcul sur cette partie-là. Donc là, je vais avoir deux cas de charge dynamiques qui vont être générés. Je vais les retrouver ici, donc la CCD1 et la CCD2. Et là, si je regarde par exemple pour le premier mode, ici, et que je zoome un peu, ici, on voit ici l'effet de l'excentrement qui a été créé. Et donc là, on a un moment qui apparaît au niveau des charges équivalentes générées. Donc voilà, ce sera la différence entre le fait de ne prendre en compte ou de ne pas le prendre en compte. Je sens qu'effectivement, dans l'Eurocode, il est recommandé de l'appliquer. Donc, je peux revenir dans Dynam Pro. Étant donné que je vais conserver uniquement la partie avec torsion accidentelle, donc je vais venir désactiver la partie sans torsion et donc la génération de tous ces éléments, de toutes les cas de charge et les combinaisons. Je conserve uniquement cette partie-là. OK. Et je peux relancer donc le calcul. Donc là, OK. Donc là, à présent, dans la partie cas de charge dynamique générée, je conserve donc uniquement les cas de charge du cas de charge CCD2. Et puis ensuite, donc j'ai les combinaisons résultats, les combinaisons au niveau des directions X et des combinaisons des composantes de direction qui sont présentes. Donc à partir de ces éléments-là, maintenant, il sera possible de venir créer la combinaison ELU sismique. Donc pour ça, je vais pouvoir venir ici et aller dans la partie combinaison de résultats et venir ici donc créer directement une nouvelle combinaison de résultats. Donc là c'est R9 que je peux par exemple changer en ELU sismique et je vais pouvoir venir créer la combinaison. Donc juste avant, par rapport à la combinaison, donc dans l'Eurocode 0, sur cette partie-là, donc ça se réfère à la partie 6.4.3.4 et à l'annexe donc avec la partie A1.3.2 de l'Eurocode 0, où là on va retrouver la combinaison avec la somme des actions permanentes, éventuellement les actions de précontrainte, ici les actions sismiques, et puis ensuite la somme des actions variables avec le coefficient Xi2. Donc ici je vais pouvoir à partir de ça donc venir définir ma combinaison directement dans RFM. Donc au niveau de la combinaison, on avait dit donc les poids propres, donc ici avec un facteur de 1,
On va ensuite définir donc les cas de charge d'exploitation. Alors là, pareil, je vais changer le facteur, donc c'est un facteur de 0,3. Ok, avec le Xi2. Et ensuite, pour la partie action sismique, je vais définir ici, je vais prendre les combinaisons des composantes de direction, ici, donc les deux dernières, et celles-ci, je vais les combiner en OU, donc c'est-à-dire qu'au niveau de la combinaison résultat, ce sera automatiquement donc la plus défavorable, ce sera soit l'une soit l'autre qui sera calculée, ce qui permettra, lorsqu'on fait des analyses, de prendre en compte directement la plus défavorable. Donc voilà, au niveau de la création de la combinaison, donc là on a la combinaison ELU sismique qui est générée et qui est maintenant ici. Donc au niveau des combinaisons, sur la partie sismique, j'en aurais fini pour cette partie, pour ce webinaire. Généralement, ce qu'on fera pour l'étude des modèles, c'est que on pourra générer dans un premier temps toutes les combinaisons de façon automatique pour avoir les autres parties d'analyse ELU et ELS, avec les générations de combinaisons automatiques qui s'activent donc dans les données au niveau du modèle ici. Et ensuite, on pourra venir par la suite créer sa combinaison sismique comme on a fait juste avant. Donc voilà pour cette présentation, pour ce webinaire. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à éventuellement télécharger donc la version d'essai du logiciel. Donc vous avez les logiciels RFEM et les logiciels RSTAB qui sont disponibles. Également, prochainement, nous avons donc deux événements qui vont être organisés donc en octobre et en novembre, donc des journées utilisateurs, donc une à Lyon qui aura lieu le 8 octobre et une seconde à Nantes donc qui aura lieu le 15 novembre. Donc là-dessus, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant donc, sur notre site internet pour pouvoir y participer. Pour plus d'informations sur nos solutions, donc je vous invite également à consulter notre site internet www.delubal.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn également. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé donc, des prochaines vidéos qui seront disponibles. Et également à vous inscrire à notre newsletter pour être informé également de nos prochains événements et de toutes nos nouveautés. Vous pouvez nous contacter par mail à info@delubal.fr ou bien également par téléphone au numéro qui est indiqué ici. N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions. Et donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.